Une menace plane sur nos côtes. De véritables bombes à retardement gisent au fond des mers. Seule une poignée d'experts est consciente du danger qui pèse sur nos océans. Une course contre la montre est engagée. Pourrons-nous encore la remporter ? Le port polonais de Gdynia. Une équipe d'experts de l'Institut de la Marine de Gdansk embarque sur le navire de recherche Imor. C'est un équipage aguerri où se côtoient hydrographes, plongeurs et biologistes. Objectif de la mission, une position précise dans la baie de Gdansk, à une demi-heure du port. Le lieu d'une inquiétante découverte faite en 1999. L'expédition est dirigée par Benedikt Hack. L'ancien capitaine de frégate de la marine polonaise a la réputation d'être un empêcheur de penser en rond. Certains fonctionnaires sont loin d'être enchantés par notre travail. Mais nous ne le faisons pas pour leur plaire ou pour aller dans leur sens. On se sent investi d'une mission. Arrêtez les machines. Position atteinte. Depuis des années, Benedikt Hack met le cap sur les mêmes coordonnées situées à 2 km seulement de la côte polonaise. Avec ses plages à perte de vue, la baie de Gdansk mérite amplement son surnom de Riviera polonaise. C'est un haut lieu du tourisme en Europe orientale, fréquenté chaque été par plus de 2 millions de vacanciers. Quand vous venez en vacances ici, vous êtes assuré de passer un moment absolument merveilleux. Les plages sont belles, les gens sont accueillants. Certains sont convaincus que ça ne changera jamais, mais malheureusement, ils se trompent. Très peu de gens savent la vérité sur ce qui constitue un grand danger pour l'homme. Le navire se remet en marche pour balayer le fond marin avec un sonar. L'image du sonar révèle peu à peu ce qui menace les plages de sable fin. Un vestige de près de 170 mètres de long, l'épave du navire-hôpital allemand Stuttgart. À l'automne 1943, le navire mouille dans le port de Gdynia, prêt à embarquer les soldats allemands blessés sur le front de l'Est. Au matin du 9 octobre, les équipages de la 8e Air Force américaine se préparent au décollage depuis leur base anglaise. Leur mission, détruire les ports stratégiques de Gdansk et de Gdynia. Après plus de 4 heures de vol, les 378 bombardiers atteignent leurs objectifs.
Touché à de multiples reprises, le Stuttgart prend feu. Il est ravagé par les flammes. De crainte qu'il ne bloque l'accès au port, les Allemands remorquent le navire en mer et le sabordent. Un épisode de la guerre parmi tant d'autres. Un détail dans les livres d'histoire. L'épave et sa position tomberont dans l'oubli. Et ce, jusqu'en 1999, année où Benedict Hack découvre le Stuttgart alors qu'il cartographiait le sol de la baie pour l'Institut de la Marine de Gdansk. Depuis, il revient à intervalles réguliers. Aujourd'hui, des plongeurs procèdent à une inspection minutieuse de l'épave de 70 ans. Envahi par les algues et les coquillages, le Stuttgart repose à seulement 20 mètres de profondeur. Seuls quelques restes de l'ancien navire hôpital émergent du sol. L'ensemble s'étire sur près de 200 mètres. L'épave a été partiellement dynamitée dans les années 1950 afin de récupérer le précieux acier de la coque. À première vue, le Stuttgart a l'air parfaitement inoffensif. À chaque sortie, les chercheurs prélèvent des échantillons du sol autour de l'épave. Le premier échantillon est remonté à la surface et confirme les inquiétudes de Benedict Hack. Des gouttes épaisses de fioul s'écoulent du grappin. Les chercheurs les appellent les larmes noires de la mer. Depuis la découverte de l'épave, l'ancien capitaine et son équipe ont prélevé plus de 1000 échantillons du sol marin. Mais la pêche du jour les laisse stupéfaits. Cette matière visqueuse et malodorante qui contient peu de sable mais d'autant plus de fioul est du jamais vu. Non mais c'est quoi tout ce combustible? C'est incroyable. Franchement, c'est la première fois que je vois ça. Et qu'est-ce que ça pue en plus? La boue va être analysée par un laboratoire. Nous sommes au bord d'une catastrophe écologique. Et il semblerait bien qu'il soit déjà trop tard pour réagir. Toute forme de vie a été complètement éliminée dans cette zone. L'équipe de chercheurs envisage de prélever encore 200 échantillons avant d'établir un diagnostic complet de l'état de pollution de la baie de Gdansk. La situation est alarmante. Mais le Stuttgart représente-t-il seulement un cas isolé? Qu'en est-il des nombreuses autres épaves de la Deuxième Guerre mondiale? Menacent-elles elles aussi l'environnement? La presqu'île de Westerplatte, à une vingtaine de kilomètres de l'épave du Stuttgart. C'est ici que la Deuxième Guerre mondiale a débuté le 1er septembre 1939. À 4h45, le navire allemand Schleswig-Holstein ouvre le feu sur les positions polonaises.
Tout autour du globe, les flottes des deux camps vont s'affronter pour le contrôle des voies maritimes. Des deux côtés, les pertes seront élevées. La marine marchande n'échappe pas au conflit. Les navires et avions allemands tentent d'empêcher le ravitaillement des troupes alliées. Les sous-marins allemands, les loups gris, sont particulièrement actifs. Au cours du mois de juin 1942, ils coulent en moyenne un navire toutes les 6 heures. Mais quel est le nombre total de navires coulés au cours de la guerre? Et combien sont-ils à présenter aujourd'hui un risque du même ordre que celui du Stuttgart? Ces questions nous conduisent à Tampa, en Floride, au bord du golfe du Mexique. La Clean Gulf Conference est un forum annuel consacré à la lutte contre la pollution des mers par les hydrocarbures. Il réunit des représentants de la garde côtière des États-Unis, des scientifiques et des experts en renflouage et en dépollution. La biologiste américaine Dagmar Schmidt-Etkin est une spécialiste reconnue des marées noires. En 2004, elle a été chargée de déterminer le nombre d'épaves à risque qui gisent au fond de nos mers. J'ai consulté de très nombreuses bases de données relatives aux épaves. En Allemagne, notamment, j'ai pu trouver des archives qui indiquaient les navires coulés par les différents sous-marins allemands. Pendant 2 mois, la biologiste a passé au peigne fin des archives du monde entier. Son inventaire n'a retenu que les épaves de navires à moteur à combustion au-dessus de 400 tonneaux, ou de 150 tonneaux pour les navires pétroliers. Ma liste finale affichait un peu plus de 8500 épaves dispersées sur la planète. Environ 3/4 d'entre elles étaient liées à la Deuxième Guerre mondiale. Je ne m'y attendais pas du tout. Ces épaves gisent au large des ports, sur les lieux des batailles navales et le long des voies commerciales. Leur nombre exact s'élève à 6338. Cargos italiens en mer Rouge ou navires de guerre japonais dans le Pacifique. 6 années de guerre sont responsables de la grande majorité des navires coulés au cours du siècle passé. À leur bord, des hydrocarbures sous forme de combustible et de pétrole brut. Mais, dissimulés dans leurs réservoirs, à l'abri des coques en acier, leurs quantités exactes sont impossibles à déterminer. Dagmar Schmidt-Etkin a mis en place un protocole d'estimation. Quand je n'avais aucune information, je déterminais d'abord la taille du vaisseau et son type, c'est-à-dire pétrolier ou pas, vraquier, cargo ou autre. Ensuite, je partais du principe que les réservoirs devaient encore contenir entre 10 et 90% de leur capacité totale. J'en ai déduit que l'ensemble des épaves contenait entre 2,5 millions et 20,5 millions de tonnes d'hydrocarbures. C'est un chiffre inquiétant, parce que ces hydrocarbures peuvent potentiellement se déverser et provoquer une marée noire. L'une des pires marées noires de l'histoire a lieu en 1989, quand le pétrolier Exxon Valdez échoue au large des côtes de l'Alaska et perd plus de 37 000 tonnes de pétrole brut. Ce n'est qu'une infime fraction de ce qui sommeille dans les réservoirs des épaves de la Deuxième Guerre mondiale. Selon la biologiste, il pourrait encore contenir 15 millions de tonnes, c'est-à-dire 400 fois le volume qui s'est échappé de l'Exxon Valdez. Quand j'ai présenté le résultat de mes recherches, on m'a clairement dit qu'il ne se passerait rien parce que la tâche était gigantesque. Aux États-Unis comme ailleurs, la question a été enterrée, parce que c'est soi-disant trop complexe et trop cher.
L'étude de Dagmar Schmidt-Etkin a été rendue publique il y a 12 ans. Depuis plus de 12 ans, les experts débattent du problème. Mais rien ne s'est passé depuis, ou presque. Cet attentisme a des conséquences fatales. Certaines épaves présentent déjà des fuites inquiétantes parce que leurs réservoirs ont été trop attaqués par la rouille et que personne ne s'est soucié de les vider de leur cargaison toxique. La côte est des États-Unis concentre un nombre particulièrement élevé d'épaves de la Deuxième Guerre mondiale. Un navire de recherche de la NOAA, l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, se prépare à sortir en mer au large de la Caroline du Nord à la recherche d'épaves disparues de la Deuxième Guerre. Avant la publication de l'étude de Dagmar Schmidt-Etkin, les épaves intéressaient essentiellement les archéologues sous-marins. Depuis, les chercheurs de la NOAA ont pris conscience qu'ils en savaient trop peu. À chaque nouvelle découverte, ils analysent désormais l'état de l'épave. Quel est le degré d'oxydation de la coque? Y a-t-il des fuites d'hydrocarbures? La taille exacte du navire est mesurée au laser. La protection de l'environnement figure parmi les principales missions de l'agence. Au siège de la NOAA à Silver Springs, dans l'État du Maryland, Liza Simons est chargée de surveiller les épaves des eaux territoriales américaines. L'étude de Dagmar Schmidt-Etkin lui a fait prendre conscience de l'ampleur du phénomène. Il y avait de quoi s'alarmer, puisqu'on nous expliquait que les eaux américaines, européennes et japonaises étaient truffées de bombes à retardement. En 2010, le Congrès américain alloue $1 million à la NOAA pour déterminer la réalité et l'ampleur du danger émanant des épaves immergées dans les eaux américaines. On a mené des recherches minutieuses dans les archives. On a consulté des journaux d'époque. Parfois, on a réussi à retrouver des marins qui avaient été sur un des navires ou qui savaient ce qui lui était arrivé. Tonnage, quantité d'hydrocarbures transportés, type de carburant. Les experts ont établi 21 critères qui permettent de classer les épaves selon leur niveau de risque. Liza Simons réunit actuellement des données sur le cargo Coast Trader, coulé par un sous-marin japonais en 1942 au large de Seattle. Si l'on se fie aux documents, le navire pourrait contenir 1000 tonnes de carburant. Mais ces données sont à prendre avec des pincettes. Parfois, les chercheurs peuvent vérifier leurs hypothèses en utilisant des robots sous-marins. Dans le cas du Coast Trader, ils s'intéressent surtout au point d'impact de la torpille. La brèche est nettement plus importante que prévu. Le navire a dû perdre une grande partie de son carburant en coulant. L'épave semble donc poser moins de risques qu'on aurait pu le craindre. Mais à l'inverse, certains navires peuvent contenir des quantités d'hydrocarbures bien supérieures aux estimations initiales. Le problème, c'est que l'agence manque de moyens pour analyser toutes les épaves au robot. Si le pire est évité dans le cas du Coast Trader, on estime qu'il contient toutefois encore 400 tonnes de combustible. Un logiciel permet de simuler ce qui se passerait si cette cargaison se déversait. Premier scénario, les 400 tonnes se répandent d'un coup. Une bonne partie du littoral classé en réserve naturelle se trouve alors polluée.
Les chercheurs testent 200 scénarios différents, en modifiant des facteurs tels que la direction du vent ou les quantités déversées. À partir des données obtenues, il est possible d'établir des plans d'intervention qui pourront être appliqués en cas de catastrophe. Les résultats incitent les chercheurs à classer le Coast Trader dans une tranche de risque plus élevée, car dans la plupart des scénarios, la nappe de carburant atteint la côte. En 1942 déjà, quand le cargo avait coulé, les plages s'étaient recouvertes d'hydrocarbures. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la population était habituée à voir des hydrocarbures et d'autres détritus au bord de l'eau. Les parents vérifiaient toujours l'état de la côte avant de laisser leurs enfants aller à la plage. Et tout le monde avait un bidon de kérosène et de l'huile pour bébé devant sa porte pour se nettoyer les pieds. Je ne suis pas certaine que les gens d'aujourd'hui seraient à nouveau prêts à accepter toutes ces contraintes. 573 épaves de grands navires ont été étudiées en détail par les chercheurs. 87 d'entre elles ont fait l'objet d'un rapport circonstancié. 36 sont considérées dangereuses et 5 épaves de la Deuxième Guerre mondiale sont classées à très haut risque. Si un seul de leurs réservoirs venait à fuiter, les conséquences seraient catastrophiques. Nos rapports sont principalement destinés à la garde côtière américaine. On dresse une liste complète des épaves et on signale celles qui sont à surveiller de près. Ensuite, c'est aux gardes-côtes de décider s'ils veulent procéder à une évaluation sur site et extraire ou non les hydrocarbures. Mais c'est à peine si la garde côtière a réagi au rapport de la NOAA. À ce jour, elle n'a examiné aucune des épaves classées à haut risque. Et bien sûr, pas la moindre goutte de fioul n'a été pompée. L'attentisme règne, et pas seulement aux États-Unis. Une attitude qui revient à jouer avec le feu. De leur côté, les chercheurs de la NOAA continuent de s'activer. L'agence opère également un centre de surveillance et d'information météorologique. Des analystes y dépouillent en temps réel des données satellites pour le compte du service météorologique américain et calculent des modèles climatiques à long terme. Ils observent également 24 heures sur 24 la surface des mers à la recherche d'éventuelles nappes d'hydrocarbures. Sur les images radars, le spécialiste repère à l'œil nu les moindres anomalies sur la surface de l'eau, comme ces navires qui circulent en pleine mer. Depuis la publication de l'évaluation des risques, le centre surveille particulièrement les zones renfermant les épaves les plus dangereuses. Au-dessus d'une épave de la Deuxième Guerre mondiale, qui n'est pas classée à haut risque, l'analyste remarque des traces inhabituelles, probablement du mazout. Il mesure cette étrange nappe sombre. Elle fait plus de 9 km de long sur 150 mètres de large, soit une superficie d'environ 1,5 km². Les données sont immédiatement envoyées à la Simons. L'épave n'est pas une inconnue. Il s'agit d'un tanker qui s'est brisé en deux, le Coimbra. On y observe régulièrement des nappes de pétrole. Steve? Pourtant, les gardes-côtes n'envisagent toujours pas de pomper les citernes. L'épave est située à 50 km des côtes. Et jusqu'à présent, toutes les nappes se sont dissoutes avant d'atteindre la terre. Mais en cas de déversement plus important, le pétrole pourrait atteindre New York. Un risque que les autorités sont prêtes à accepter. C'est une question d'argent. Et on préfère s'attaquer aux problèmes immédiats plutôt qu'aux menaces potentielles. La technologie actuelle permet de pomper les réservoirs de navires immergés, mais les coûts sont exorbitants. En 2015, le chalutier russe Oleg Naidenov coule au large de l'île de Gran Canaria à la suite d'un incendie. Des sociétés de renflouage parviennent à pomper 1000 tonnes de fioul. L'opération est hautement technique car l'épave gît alors à plus de 2700 mètres de profondeur.
Coût de l'opération, 30 millions d'euros. Nous sommes aujourd'hui en mesure de prendre en charge n'importe quelle épave. Nous pouvons travailler dans tous les types d'environnements et à toutes les profondeurs. Encore faut-il qu'on nous missionne pour le faire. Jim Elliott, ancien officier des gardes-côtes américains et vice-président de la Fédération des compagnies de renflouage américaines, est reconnu pour son expertise. Aujourd'hui, la récupération des hydrocarbures qui menacent la mer est la première mesure mise en œuvre après un naufrage. Car si rien n'est fait, c'est l'armateur qui est responsable en cas de dégâts environnementaux. Dans le cas du Oleg Naidenov, des robots sous-marins ont dans un premier temps dégagé l'accès aux citernes. Ensuite, les ingénieurs ont installé par téléguidage des récupérateurs en forme d'entonnoir dans lesquels le liquide visqueux a pu s'écouler de manière contrôlée. Si les épaves récentes sont désormais bien prises en main, on ne peut pas en dire autant de celles de la Deuxième Guerre mondiale qui croupissent au fond des mers. Franchement, c'est très rare qu'on intervienne sur ce type d'épave. C'est quand même incroyable qu'on en soit encore à parler de ce problème. Rien n'a été fait et pourtant les arguments ne manquent pas. Si les hydrocarbures se déversent dans une zone écologiquement fragile, les conséquences pourraient être catastrophiques et à coup sûr bien plus coûteuses. Quand les fluides se sont écoulés d'une épave, les méthodes actuelles ne permettent pas d'en récupérer plus de 10 à 25%. Donc une fois que les hydrocarbures sont libérés, on est perdant sur toute la ligne. La baie de Gdansk compte sans aucun doute parmi les perdants. Le fioul du Stuttgart s'est déversé il y a de nombreuses années déjà. Et pour Benedikt Hack, la position des autorités n'a plus de secret. Comme personne ne sait comment résoudre le problème, on préfère se voiler la face et passer la patate chaude aux voisins, en espérant que les suivants trouveront un jour la solution. Les mentalités des responsables politiques commencent très lentement à évoluer, mais il faut constamment être derrière et ne jamais relâcher la pression. C'est là que j'interviens. Je suis un peu David contre Goliath, ou Don Quichotte. Voilà mon rôle. Il s'est fixé pour mission de convaincre le ministère de l'Environnement polonais de neutraliser les dégâts environnementaux occasionnés par l'épave de Stuttgart. Pour cela, il veut s'armer de données scientifiques irréfutables. Il confie les échantillons du sol marin aux chimistes de l'Institut de la Marine. Pendant 2 mois, des caisses d'échantillons atterrissent quotidiennement dans les locaux du laboratoire. Au total, plus de 200 sacs plastiques remplis de sédiments pollués aux hydrocarbures attendent de dévoiler leur composition chimique. Et les résultats sont alarmants. On était loin de prévoir un tel degré de pollution. Certains taux sont 1000 fois plus élevés que les seuils définis par le ministère de l'Environnement pour les matières cancérigènes du sol marin. Ça a été un choc. Personne ne s'y attendait. On doutait tellement qu'on a montré les résultats à d'autres laboratoires qui nous ont répondu que c'était totalement impossible. L'ancien capitaine veut déterminer les implications concrètes de la pollution sur la baie de Gdansk. Pour cela, il s'adresse à ceux qui côtoient la mer et ses habitants presque quotidiennement. Depuis des siècles, la pêche dans la baie de Gdansk est une activité artisanale et familiale. Le savoir-faire et la connaissance des meilleurs fonds de pêche se transmettent de père en fils. Les épaves sont particulièrement recherchées par les pêcheurs,
car ces récifs artificiels servent de refuge à de nombreux habitants de la mer. Benedikt Hack est certain que ces pêcheurs fréquentent aussi les environs du Stuttgart. Et en effet, les pêcheurs lui parlent d'une forte odeur de mazout qui se dégageait de la zone il y a 2 jours. Ils racontent aussi qu'il leur arrive d'attraper des sols englués de mazout qu'ils rejettent immédiatement à la mer. Il y a une blague qui circule chez nous à l'Institut qui dit qu'on n'a pas besoin d'huile pour faire frire les excellents poissons pêchés autour de l'épave. Mais en réalité, ce n'est pas drôle, parce que la pollution de cette zone est très préoccupante et dangereuse. Les poissons mangent du poison que nous finissons par ingérer à notre tour. Benedikt Hack met au point son rapport final à l'intention du ministère de l'Environnement. À l'aide des données qu'il a recueillies dans le laboratoire et auprès des pêcheurs, il veut convaincre les autorités de prendre enfin à bras-le-corps le problème de la pollution du sol marin. Je sais que je les agace, parce que je n'arrête pas de leur dire « là, et là, et là, c'est pollué ». À chaque fois, ils me répondent « mais non, il n'y a rien, il n'y a que toi qui le sais. Personne ne le voit, laisse tout comme c'est ». Fermer les yeux et attendre. Peut-on généraliser à tous les pays cette attitude vis-à-vis de la lente décomposition des épaves? En raison de ses nombreux fjords, la Norvège compte plus de 20 000 km de littoral. Une marée noire aurait ici des conséquences encore plus dramatiques qu'ailleurs. L'administration côtière norvégienne a donc opté pour une stratégie différente. Hans-Peter Mortensholm, chargé de la surveillance de toutes les épaves situées en Norvège, met le cap sur le lieu du naufrage d'un navire allemand de la Deuxième Guerre mondiale. Sur place, la situation montre qu'il ne peut plus être question d'attendre. Du fioul remonte goutte par goutte à la surface de l'eau. Les Norvégiens qui habitent sur le littoral sont assez habitués à voir des taches d'hydrocarbures au-dessus des épaves englouties. Nazi warships, discovered along the entire coastline, started steaming up the Norwegian fjords. Il s'agit des répercussions tardives de l'une des plus importantes opérations militaires de la Deuxième Guerre, l'invasion de la Norvège par les troupes allemandes en avril 1940. La contre-offensive britannique va donner lieu à une série de batailles navales violentes, particulièrement au large du port de Narvik, où les flottes alliées coulent 10 destroyers allemands. La marine de guerre allemande a perdu un tiers de sa flotte en Norvège. Les traces de ces affrontements sont toujours visibles. Certaines épaves allemandes jouxtent carrément la côte, comme le destroyer Georg Thiele. Environ 900 navires ont coulé dans les eaux territoriales norvégiennes au cours de la Deuxième Guerre mondiale. L'administration côtière norvégienne a classé 29 d'entre eux dans la catégorie hautement dangereux, en raison du combustible contenu dans leurs réservoirs. Les épaves attirent les plongeurs. Ce sont pourtant de véritables cimetières marins. Plus de 4000 hommes des deux camps ont trouvé la mort au cours des affrontements navals en Norvège. Et peu de plongeurs savent que les épaves sont des bombes à retardement écologique, d'où s'échappent régulièrement des hydrocarbures.
Pour détecter les fuites à temps, Hans-Peter Mortens-Holm fait surveiller toutes les épaves avec des caméras à haute résolution habituellement utilisées par l'armée. Hans-Peter Mortens-Holm et son équipe effectuent au moins un survol hebdomadaire de toutes les épaves classées à haut risque. Aujourd'hui, ils mettent le cap sur le fjord d'Oslo. Un Norvégien sur 5 vit à proximité de ce bras de mer étroit. Une nappe d'hydrocarbures atteindrait immédiatement le littoral. La forteresse côtière d'Oscarsborg a joué un rôle clé dans la campagne de Norvège. En 1940, ces canons coulent le croiseur lourd Blücher. Dans ce fjord exigu, le navire allemand est une cible facile et sombre avec plus de 1400 tonnes de carburant à bord. L'épave du Blücher repose aujourd'hui à 70 mètres de profondeur. Mais il ne contient plus qu'une infime partie de ses réserves de carburant. En 1994, l'administration côtière a procédé à un pompage contrôlé pour prévenir une éventuelle catastrophe. Il reste encore 40 à 50 tonnes de diesel, parce qu'à l'époque, on n'a pas voulu vider les réservoirs à proximité des stocks de munitions. Le risque d'explosion était trop élevé. De toute façon, quand on aspire des hydrocarbures, il y a toujours des poches de résidus. Hans-Peter Mortens-Holm vient régulièrement auprès du Blücher pour observer les fuites de combustible restants. Si le rythme des fuites venait à augmenter, il devrait vraisemblablement procéder à un nouveau pompage, malgré le risque d'explosion. On réagit quand une fuite prend de l'ampleur. Mais on a aussi vidé des épaves qui allaient poser un risque dans 10 ou 20 ans. Quand nous intervenons autant en amont, c'est parce qu'il y a un risque de corrosion qui empêcherait toute intervention 10 ou 20 ans plus tard. La Norvège est le seul État au monde à investir actuellement dans la sécurité de son littoral. Là où les gouvernements préfèrent attendre plutôt que de pomper, comme aux États-Unis, les épaves continuent de se décomposer. Selon la salinité, la profondeur et la température de l'eau, les parois d'acier perdent entre 0,5 et 2 mm d'épaisseur par décennie. Des chiffres négligeables en apparence, mais dont la somme finit par être importante. Des chercheurs australiens ont montré qu'il suffisait d'une diminution de 3 à 10 mm pour menacer la résistance des plaques d'acier qui risquent alors de craquer à la moindre pression. Beaucoup d'épaves de la Deuxième Guerre mondiale vont aujourd'hui entrer dans cette phase critique. Le gouvernement norvégien a décidé d'agir plutôt que de réagir. 7 épaves supplémentaires ont été pompées de manière contrôlée. Leurs parois étaient encore suffisamment stables pour être percées sans risque de déchirement. Le destroyer allemand Erich Giese fait partie des épaves vidées. Cependant, les ingénieurs y ont fait une étrange découverte. Le combustible de soute allemand, c'est-à-dire le fioul qui sert à la propulsion du navire, dégage une odeur extrêmement forte. On a voulu connaître le degré de toxicité de cet hydrocarbure. L'échantillon est envoyé à Trondheim, dans un laboratoire spécialisé dans l'analyse des carburants navals. En Norvège, les marées noires peuvent être d'autant plus dévastatrices que les hydrocarbures sont difficiles à neutraliser
et que le froid entrave leur dissolution. La taille des gouttes qui s'échappent d'une fissure annonce la largeur et l'épaisseur d'une nappe de fioul. Car les hydrocarbures n'ont pas tous les mêmes propriétés. Le laboratoire de Trondheim a déjà identifié plus de 3000 sortes d'hydrocarbures différentes. L'analyse du carburant du Erich-Giese applique le protocole habituel. Un premier test simule si le fioul forme une émulsion avec l'eau de mer en cas de houle et à quel degré. L'échantillon est pour cela soumis à une rotation continue pendant 24 heures. Les chercheurs déterminent précisément les composants chimiques du fioul. Des valeurs particulièrement élevées retiennent leur attention. On n'avait jamais vu ça. Au début, on pensait que c'était nos instruments qui étaient contaminés. Mais on a refait les tests et on a obtenu les mêmes résultats. On s'est rendu compte que c'était un fioul vraiment étrange, incroyablement toxique. Les chercheurs font une autre découverte inquiétante. L'eau de mer et le fioul ont formé une émulsion visqueuse qui serait extrêmement difficile à aspirer. Un combustible britannique de la même époque s'est à peine mélangé à l'eau. Dernier point à éclaircir. Comment réagissent les organismes vivants à cet étrange liquide? Les artémies sont de minuscules crustacés. Ils forment la base de la chaîne alimentaire de tout l'écosystème de l'Atlantique Nord. Les chercheurs ont mélangé 40 parts d'eau de mer avec une part de fioul allemand. Les crustacés vont y vivre pendant 96 heures. Quatre jours plus tard, le résultat est sans appel. Tous les crustacés sont morts ou pratiquement paralysés. Reste à comprendre pourquoi ce fioul est si hautement toxique. En poursuivant leurs recherches, les équipes du laboratoire tombent sur un rapport des services secrets américains daté de 1945. On y apprend que pour faire face à la pénurie de pétrole brut qui frappait le pays au cours de la guerre, les ingénieurs allemands ont fabriqué un fioul à base de charbon. Ce carburant est beaucoup plus toxique que celui obtenu par raffinage de pétrole brut. Ce fioul peut potentiellement avoir des effets néfastes sur tous les organismes vivants. Donc ce n'est pas quelque chose qu'il faut laisser traîner pendant que les coques s'oxydent. Il faut le pomper de manière contrôlée. Benedict Hack a eu connaissance des résultats d'analyse de Trondheim et il est inquiet. Son analyse chimique du fioul de Stuttgart est très proche. Il sait désormais qu'un hydrocarbure hautement toxique pollue le sol marin. Mais il ne sait pas combien de tonnes se sont déversées dans la baie de Gdansk depuis le naufrage du navire. Il trouve un début de réponse dans les archives du Musée national de la Marine. Les documents d'époque indiquent que le Stuttgart était prêt à quitter le port quand il a été sabordé. Il est donc probable que ces réservoirs étaient remplis de carburants synthétiques dangereux. Le combustible s'est déversé dans la mer et s'est déposé au fond. D'après mes recherches, il s'agirait de 850 à 1000 tonnes. C'est énorme. Et cette masse ne cesse de se répandre,
comme le prouvent les analyses de tous les échantillons du sol. Quand l'épave a été découverte en 1999, 25 000 mètres carrés de fond étaient pollués. 10 ans plus tard, cette surface s'élevait à 32 000 mètres carrés. Et le rythme s'accélère, car le carburant coule le long d'une pente sous-marine. La nappe occupe désormais une surface équivalente à 50 terrains de football. Il devient urgent de trouver une solution pour ces 450 000 mètres cubes de sol marin pollué. Si on veut enlever les restes de l'épave et toute la masse de sol contaminée, ça va coûter des centaines de millions d'euros. Et après, il resterait toujours un problème. Que faire des déchets? En revanche, si nous décidons de sceller cet endroit en créant une sorte de sarcophage, on descend à 15 ou 20 millions d'euros. Mais l'investissement serait bénéfique, puisqu'il permettrait à la baie de Gdansk de se régénérer. Avec l'argent, c'est toujours le même problème. Il n'y en a jamais assez. C'est pour ça que l'État ne veut pas en entendre parler et remet tout à plus tard. J'ai toujours droit au même discours. Non, 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 non. Les caisses sont vides et toi, tu demandes des sommes comme ça. Voilà où on en est, malheureusement. Mais pourquoi l'État polonais serait-il seul à devoir régler la facture? Après tout, le Stuttgart était un navire allemand. Qui, en définitive, est responsable des dégâts occasionnés par les épaves de la Deuxième Guerre mondiale? À l'université de Hambourg, un professeur de droit maritime international se consacre depuis des années à cette question épineuse. Henning Jessen est l'un des rares experts au monde à être en mesure de démêler les fils de ce problème juridique particulièrement complexe. Il n'existe aucun traité de droit international public susceptible de s'appliquer aux épaves de guerre. La situation juridique est floue. On peut même parler de zone grise. Selon Henning Jessen, il est communément admis qu'un bâtiment de guerre appartient toujours à l'État du pavillon, c'est-à-dire au pays sous le drapeau duquel le navire combattait, même s'il a coulé dans les eaux territoriales d'un autre État. Dans ce cas, n'incombe-t-il pas au propriétaire de payer pour les dégâts provoqués par la fuite d'hydrocarbures? Si le navire a coulé dans le cadre d'un affrontement militaire, qu'il ait été bombardé, torpillé, ou que l'équipage l'ait sabordé parce que la situation était inextricable, alors le droit de la guerre applicable stipule qu'il ne peut y avoir de responsabilité ultérieure pour l'État du pavillon. Autrement dit, un État comme l'Allemagne peut être le propriétaire légal des épaves sans pour autant en être responsable financièrement? D'un point de vue moral, on peut parler d'une obligation librement consentie, ou au moins s'attendre à ce que le pays du pavillon se montre coopératif envers le pays côtier lésé. Mais d'un strict point de vue juridique, il peut tout à fait ne rien faire. Aucun État ne veut se risquer à créer un précédent. C'est exactement l'attitude qu'a rencontrée Benedikt Hack quand il a soulevé la question auprès de quelques collègues allemands. Je leur dis, écoutez, on a quelques épaves à vous. Et ils me répondent, il y a de l'or, sinon c'est votre problème. Donc après 70 ans, ça ne concerne plus les Allemands, mais nous-mêmes. Et le Stuttgart ne représente que l'un de ces problèmes. La seule baie de Gdansk compte plus de 30 épaves de la Deuxième Guerre mondiale.
Le navire ravitailleur Franken, coulé juste avant la fin de la guerre par l'aviation soviétique, est particulièrement inquiétant. Un missile a creusé un immense trou dans la coque, mais les réservoirs sont restés intacts. Il pourrait contenir 6 fois plus de fuel que le Stuttgart. Mais probablement, ni la Pologne, ni l'Allemagne ne se sentiront responsables de l'extraction des hydrocarbures. Encore une épave de la guerre, une parmi plus de 6300 autres dispersées sur la planète, dont l'avenir est incertain. C'est un problème invisible, jusqu'à ce qu'il arrive quelque chose. La position ne change pas. On intervient le jour où le navire se brise et qu'il y a une fuite. Ces épaves se détériorent de jour en jour. Elles sont immergées dans l'eau salée depuis le début des années 1940. Ça va devenir un problème chronique. Ou bien on s'en occupe une fois pour toutes, ou bien il faudra s'habituer à nettoyer nos côtes. La question n'est pas de savoir si ça va arriver, mais quand. C'est à nous et à nous seuls de savoir si oui ou non nous voulons intervenir.